Anne Hidalgo explique ne pas avoir d'autre choix pour faire face à une situation budgétaire délicate. Cette décision permettra de maintenir une haute qualité de nos services publics, de continuer à investir dans le logement, dans la transition écologique, dans l'entretien et la modernisation de notre patrimoine. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans ce nouveau journal des Net Investisseurs en ce mardi. Vous le savez, le journal des Net Investisseurs, c'est le mardi. Le jeudi, on prend une actualité, on la décrypte ensemble et on fait un rapprochement avec le monde de l'investissement et l'épargne. Aujourd'hui, nous allons parler taxe foncière à Paris. C'est parti! Anne Hidalgo, maire de Paris, a donc annoncé, surprise générale, je fais bien attention, surprise générale, l'augmentation brutale de la taxe foncière dans la capitale de 52%, passant cette taxe foncière à plus de 20% de la valeur cadastrale. Évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi? C'était une promesse de campagne de la maire de Paris de ne pas toucher à cette taxe foncière qui touche tous les propriétaires de la capitale. Pour information, et pourquoi ça grince des dents, si vous avez un 50 mètres carrés à Paris, vous allez avoir une augmentation de près de 230 € sur votre taxe foncière. Et pour quelqu'un propriétaire de 75 mètres carrés, à titre d'exemple évidemment, d'une augmentation de près de 300 €. Donc évidemment, ça pique. Anne Hidalgo, pour se défendre, a tout de même rappelé que la ville de Paris était une des villes les moins chères sur le plan de la taxe foncière de France, avec une taxe foncière jusque-là à 13,5% de la valeur cadastrale. En moyenne en France, on est à plus de 40%. Donc cette augmentation, évidemment, est brutale pour un propriétaire parisien, mais elle ne fait que remettre dans un niveau de correction qui reste encore inférieur à beaucoup de villes en France. Pour finir sur l'actualité, la valeur cadastrale, qu'est-ce que c'est? C'est la base de calcul de votre taxe foncière. On prend la valeur locative remise à jour ou pas de votre immeuble, on y enlève un abattement de 50% et vous avez la valeur qui est la base d'assiette sur laquelle va se calculer ce fameux 20,5% de taxe foncière parisienne désormais. Évidemment, la question du jour, elle coule de source. Est-ce que si demain vous étiez investisseur à Paris, vous iriez quand même investir dans notre belle capitale malgré cette augmentation brutale de la taxe foncière? J'attends toutes vos réponses. Eh bien, la transition entre cette actualité, évidemment, et le monde de l'investissement, et vous, net investisseur, est simple. On va reparler un peu de la taxe foncière, non pas, évidemment, pour la résidence principale de quelqu'un qui habite, par exemple, à Paris, mais pour vous qui investissez dans l'immobilier locatif. Pour rappel, tout propriétaire en France, qu'il soit propriétaire de sa résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'un bien locatif, doit payer sa taxe foncière. Que ce bien soit non meublé ou que ce bien soit meublé. Différence importante entre l'immobilier de jouissance, résidence principale, résidence secondaire, et l'immobilier locatif qui vous concerne, vous, investisseurs, c'est que cette taxe foncière, lorsque vous mettez un bien en location et que vous percevez des loyers, est 100% déductible des loyers déclarables et donc imposables. Donc si vous percevez des loyers sur lesquels vous devriez payer des impôts, cette taxe foncière fait partie des charges qui minorent les loyers positifs sur lesquels l'imposition se ferait. Vous vous rappelez que lorsqu'on fait du locatif, un certain nombre de charges vous permettent d'être déduits, les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété, les frais de gestion si vous avez une agence et évidemment les travaux. La taxe foncière est donc déductible à 100% sur le locatif, il faut garder un œil tout de même sur sa valeur avant de choisir une ville ou une autre. A fortiori, pour ceux qui sont évidemment déjà investisseurs et qui le savent, la taxe foncière a augmenté pas seulement à Paris ces dernières années. Comme il y a eu un mouvement de décentralisation entre l'État centralisé parisien et les villes de province, beaucoup de villes de province ont vu leur taxe foncière exploser. Y compris, figurez-vous, dans le neuf, où la taxe foncière était exonérée pendant 2 ans lorsque vous allez acheter un bien soit fraîchement livré, soit en vente en état futur d'achèvement. Désormais, c'est très rare que vous soyez exonéré jusqu'à 50%. Certaines villes pratiquent encore 75% d'exonération, d'autres 50%, dont, et je pense à certaines villes du sud-ouest comme Toulouse, ont quasiment stoppé toute exonération sur la taxe foncière. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit lorsqu'on fait un investissement, qu'il soit dans le neuf ou dans l'ancien, on garde un œil sur ces charges-là, parce que même déductible à 100% des loyers, c'est tout de même une somme que l'on sort, et ça peut être un des arguments qui rentre dans le calcul que vous faites pour votre plan de financement de votre opération immobilière. Donc on choisit, on regarde, on profite éventuellement des exonérations et évidemment on évite de payer pour rien si jamais on a à valeur égale d'immobilier une ville moins chère qu'une autre. Ça coule de source. Allez, maintenant je vais répondre à la question que j'ai posée jeudi dernier concernant la trêve hivernale. En tant que locataire ou en tant que propriétaire, avez-vous déjà été confronté au non-paiement d'un loyer? Alors vos réponses ont été finalement assez abondantes. Le vrai sujet qu'on a remarqué, parce que je le rappelle,
le non-paiement de loyer, qu'elle soit pour un loyer impayé pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne représente que 3% de l'ensemble des loyers en France, qui reste encore assez faible, heureusement, et ce malgré les années qu'on vient de passer du Covid. En revanche, ce qu'on constate, c'est que souvent, sur une très courte durée, de 1 à 3 mois, si le loyer n'est pas payé par le locataire, c'est pour revendiquer que finalement, le service n'est pas rendu, souvent à cause des charges qui accompagnent le loyer. L'ascenseur est en panne, la chaudière collective ne fournit plus d'eau chaude, la porte du parking est en panne, le locataire se met à stopper le paiement de ses loyers. Donc j'ai eu beaucoup de mails avec des revendications de ce type-là, et j'ai eu de l'autre côté évidemment beaucoup de propriétaires qui ont aussi expliqué qu'ils avaient été souvent confrontés à ça, au locataire qui ne paye pas, non pas parce qu'il est en difficulté, ou surtout pas par mauvaise foi, mais simplement parce qu'en fait, comme il y a souvent une agence de location entre les deux, ils ne sont pas en relation, et c'est pour attirer l'attention du propriétaire qu'il y a ce non-paiement de loyer. Je le rappelle, pour conclure, vous n'avez pas le droit en tant que locataire de ne pas payer votre loyer pour ces raisons-là. Vous pouvez évidemment adresser des courriers, peut-être que certains ont raison de ne pas payer la partie charge, mais je le redis, malheureusement dans votre bail, ça n'est pas un argument pour ne pas payer son loyer. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Avant de se quitter, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et surtout partagez. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain journal des nets investisseurs. Merci d'être nombreux à vous suivre. À bientôt.